Après ma naissance, mon père m'a abandonné et ma mère me battait, en disant « c'est entièrement de ma faute s'il est parti ». Puis elle a rencontré un nouveau petit ami qui avait une fille du même âge que moi. Ils nous ont invités à un restaurant et son petit ami a dit « je ne veux pas la voir la prochaine fois ». Ma mère a promis « tu ne la reverras plus ». Ils ont dîné à l'intérieur pendant qu'ils me laissaient dehors dans le froid, à seulement 8 ans. En sortant, elle m'a jeté une petite boîte de miettes au visage et a crié « va-t'en et ne me suis pas ». J'ai pleuré « maman, où irai-je ?» Elle a commencé à me donner de violents coups de pied et m'a laissé dans la rue pendant qu'ils riaient tous. Mais 20 ans plus tard, je l'ai vue frapper à la porte de mon manoir. Quand j'ai ouvert, elle se tenait à côté de ma demi-sœur, l'air ruiné et désespéré. Je ne l'ai même pas laissé parler. J'ai fait ça. La notification de la caméra de la sonnette a illuminé mon téléphone à exactement 19h43 un mardi soir. J'étais assise dans mon bureau à domicile, révisant les projections trimestrielles de mon entreprise quand l'alerte a retenti. 2 femmes se tenaient à mon portail, leurs visages émaciés et marqués par les intempéries, leurs vêtements pendant sur leur cadre comme si elles n'avaient pas mangé correctement depuis des semaines. L'une d'elles continuait d'appuyer sur le buzzer avec une désespération frénétique tandis que l'autre restait en retrait, les bras croisés autour d'elle contre le froid de novembre. J'ai zoomé sur les images, et mon sang s'est glacé. 20 ans, 2 décennies de thérapie, de cauchemars, et de me frayer un chemin à partir de rien. Et là, elle se tenait à mon portail comme un fantôme que j'avais enterré il y a longtemps. Linda Marsh, ma mère, la femme à côté d'elle était plus difficile à reconnaître, mais ses yeux l'ont trahi. Crystal, l'enfant prodige, la fille de remplacement qui a eu tout ce qui m'avait été refusé. Je n'aurais pas dû être surprise qu'elle m'ait trouvée. Mon entreprise avait été présentée dans un magazine économique régional l'année dernière, avec des photographies et un profil qui mentionnait ma ville natale. N'importe qui avec un accès à Internet et suffisamment de motivation aurait pu relier les points. Pourtant, les voir là, sales et désespérés à mon portail, a provoqué un choc dans mon système qu'aucune préparation n'aurait pu empêcher. Mon doigt a hésité un long moment au-dessus du bouton de l'interphone. Une partie de moi voulait faire semblant de ne pas être chez moi pour les laisser se tenir là jusqu'à ce qu'elles abandonnent et disparaissent dans le trou d'où elles avaient rampé. Mais une partie plus profonde de moi, la partie qui se souvenait encore d'avoir 8 ans et de regarder leur voiture s'éloigner tandis que je tremblais sur un trottoir gelé. Cette partie-là devait aller jusqu'au bout. J'ai appuyé sur le bouton. Puis-je vous aider ? La tête de Linda s'est levée vers la caméra montée au-dessus du portail. La reconnaissance a éclaté sur ses traits, suivie de quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. La peur mêlée à un espoir désespéré. Grace. Grace. Bébé, c'est toi. S'il te plaît, nous devons parler. S'il te plaît, laisse-nous entrer. Bébé, elle m'a appelé bébé. L'audace de ce simple mot a failli me faire éclater de rire. Le portail s'ouvrira dans 30 secondes, ai-je dit, en gardant ma voix parfaitement neutre. Montez l'allée principale. Quelqu'un vous attendra à la porte. J'ai terminé l'appel et j'ai pris une profonde inspiration. Mes mains tremblaient légèrement, une trahison physique que je pensais avoir maîtrisée il y a des années. Après avoir lissé ma blouse en soie et vérifié mon reflet dans la fenêtre, je suis descendue. Ma femme de ménage, Rosa, est apparue dans le couloir avec une expression préoccupée. Mademoiselle Bennett, tout va bien ? J'ai vu sur le moniteur. C'est bon, Rosa. Je les attends. Pourriez-vous préparer du thé et l'apporter au salon formel ? Rien d'extraordinaire, juste le service de base. Rosa a hoché la tête, bien que ses yeux soient restés inquiets. Elle travaillait pour moi depuis 7 ans et connaissait des fragments de mon histoire, suffisamment pour comprendre pourquoi ma mâchoire était serrée. La porte d'entrée était en acajou massif, faite sur mesure, avec un prix qui aurait couvert un an de loyer dans les appartements où j'avais grandi. Je l'ai ouverte juste au moment où Linda levait le poing pour frapper. Elle s'est figée à mi-geste, la bouche ouverte. Je l'ai laissée regarder. Je l'ai laissé admirer le pull en cachemire, la montre de designer, les ongles parfaitement manucurés. Je l'ai laissé voir ce que j'étais devenue sans elle, malgré elle, en opposition directe à toutes les prédictions cruelles qu'elle avait faites sur mon avenir sans valeur.
Bonjour, Linda, ai-je dit. Ça fait un moment. Ses lèvres ont tremblé. Les larmes ont monté dans ses yeux avec une facilité habituelle. Grace. Oh mon Dieu, Grace. Regarde-toi. Regarde cet endroit. J'ai toujours su que tu serais quelque chose de spécial. J'ai toujours su. Vraiment, les yeux coupés, ma voix plate. C'est intéressant parce que ma mémoire raconte une histoire complètement différente. Crystal a bougé inconfortablement derrière elle. Elle avait l'air rude, son joli visage autrefois marqué par une vie difficile, son sac de contrefaçon de créateur serré comme une bouée de sauvetage. À 32 ans, elle aurait pu passer pour 50. Pouvons-nous entrer, a demandé Linda, la voix tremblante. S'il te plaît, Grace. Il fait froid et nous avons fait un si long chemin, donne-nous juste une chance de nous expliquer. Je me suis écartée sans un mot et j'ai fait un geste vers le salon. Elles ont traîné les pieds devant moi, les yeux écarquillés en découvrant les sols en marbre, les œuvres d'art originales au mur, le lustre en cristal qui coûtait probablement plus cher que toutes les possessions que Linda avait jamais eues réunies. Le salon comportait 2 canapés couleur crème se faisant face de part et d'autre d'une table basse antique. J'ai indiqué celui le plus proche de la porte et je me suis installée sur le canapé d'en face, croisant les jambes et posant mes mains sur mon genou. Position de pouvoir, territoire établi. Rosa est apparue avec le service à thé, l'a déposé et a disparu sans un mot. Aucune de mes invitées n'a pris de tasse. Alors j'ai commencé. Qu'est-ce qui vous amène ici après 20 ans de silence? La contenance de Linda a craqué immédiatement. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Grace, bébé, je suis tellement désolée. J'ai fait tellement d'erreurs. Des erreurs terribles. J'étais jeune et stupide, et j'étais avec des hommes terribles qui m'ont fait faire des choses terribles. Tu avais 34 ans, l'ai-je interrompu. Quand tu m'as laissé dans cette rue, tu avais 34 ans. À peine jeune. J'étais perdue. J'étais brisée. Ton père m'a détruite quand il est parti. Et je l'ai fait payer à toi. Et je sais que c'était mal. Je le sais maintenant. Laisse-moi t'arrêter là. Ma voix est restée stable, presque conversationnelle, bien que mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Tu ne m'as rien fait payer. Cela implique un laps de temps momentané, une perte de contrôle. Ce que tu as fait était systématique, délibéré. Tu l'as planifié. Linda. Toi et Gérald avez pris la décision d'abandonner une enfant de 8 ans à un coin de rue gelé parce qu'elle était gênante pour votre nouvelle relation. Crystal a tressailli à la mention du nom de son père. Bien. Quelle tressaille. J'ai essayé de te retrouver, a insisté Linda. Après quelques mois, je me suis sentie tellement coupable que j'ai essayé de... Non, tu ne l'as pas fait. J'ai tendu la main dans la poche de mon pantalon et j'ai sorti un mince dossier que j'avais préparé il y a des années pour ce moment précis. J'ai engagé des enquêteurs quand j'ai eu 25 ans. Ils ont tout documenté. Tu ne m'as jamais cherché. Pas un seul rapport de police, pas de notification d'enfants disparus. Tu m'as simplement effacé de ta vie et tu as continué à vivre. Le dossier a atterri sur la table basse entre nous. Linda n'a fait aucun mouvement pour le toucher. Comment? Crystal a parlé pour la première fois, sa voix. Comment as-tu survécu? Tu n'étais qu'une enfant. Je l'ai regardée avec une froide curiosité. C'était la fille qui avait mangé un steak dans ce restaurant pendant que je me tenais dehors avec une fine veste, regardant ma respiration s'évaporer dans l'air glacial. La fille qui avait ri quand son père m'avait traité de vilaine bâtarde. Tu veux connaître mon histoire de survie, ai-je demandé. Bien, je vais te la raconter. Je me suis installée dans les coussins du canapé et j'ai laissé mon esprit voyager vers cette nuit. La nuit qui a failli me tuer. La nuit qui, finalement, m'a fait ce que je suis. Le froid s'était infiltré dans mes os dès la première heure. J'ai marché sans but pendant un certain temps, trop choquée pour pleurer, mes joues encore piquantes là où la boîte de repas à emporter m'avait frappée. La neige a commencé à tomber vers minuit, de doux flocons qui auraient semblé beaux dans d'autres circonstances. Avant cette nuit, il y avait eu des signes avant-coureurs, des centaines d'entre eux,
vraiment, dispersés dans ma courte vie comme des miettes de pain menant à l'abandon inévitable. Linda ne m'avait jamais voulu. Elle l'avait clairement fait savoir de 1000 petites manières bien avant de le rendre explicite sur ce trottoir gelé. Mon premier souvenir est celui de la faim. Pas le genre temporaire qui disparaît avec un repas, mais la faim rongeante et persistante d'une enfant dont la mère oubliait régulièrement de la nourrir. J'ai appris à grimper sur les comptoirs de cuisine à l'âge de 4 ans, fouillant pour des crackers, des céréales ou tout ce qui pourrait calmer mon estomac. Linda me trouvait parfois perchée précairement sur le formica, et au lieu de s'inquiéter, son visage se tordait d'irritation. Tu prends toujours des choses, claquait-elle, toujours à vouloir plus. Exactement comme ton père. Mon père ? Le fantôme qui hantait chaque recoin de notre appartement exigu. Je ne l'avais jamais rencontré, jamais vu de photographie, jamais appris son nom. Tout ce que je savais, c'est qu'il était parti avant ma naissance, et que d'une manière ou d'une autre, impossible, c'était de ma faute. Il a jeté un coup d'œil à l'échographie et s'est enfui, m'a dit Linda une fois, ses mots brouillés par le vin bon marché qu'elle buvait chaque soir. Il ne supportait pas l'idée d'être coincé avec toi. Je ne peux pas lui en vouloir. J'avais 5 ans quand elle a dit ça. Assez jeune pour le croire. Assez jeune pour intérioriser le message que ma propre existence était un fardeau, une malédiction, une erreur qui éloignait les gens. Les coups ont commencé à peu près à cette époque aussi. Rien qui ne laisserait de marque visible, du moins pas habituellement. Linda était astucieuse à ce sujet. Elle savait comment me blesser de manière à ne pas attirer l'attention des enseignants ou des voisins. Une forte pincée sous le bras, une traction de mes cheveux qui me faisait monter les larmes aux yeux, des phalanges pressées fortement dans ma colonne vertébrale quand je marchais trop lentement ou parlais trop fort, ou simplement existais dans son champ de vision au mauvais moment. Tu me forces à faire ça, disait-elle ensuite, sa voix étrangement calme. Si tu n'étais pas si difficile, je n'aurais pas à te corriger. Je le croyais aussi. Pendant des années, j'ai cru que j'étais le problème. Que si je pouvais juste être plus silencieuse, plus petite, plus invisible, elle finirait par m'aimer. Puis Gérald est arrivé, et tout a empiré. C'était un homme au cou épais avec de petits yeux et un rire bruyant qui n'atteignait jamais ses yeux. Linda l'a rencontré dans un bar quand j'avais 7 ans, et en quelques semaines, il avait pratiquement emménagé dans notre appartement. Il amenait sa fille, Crystal, avec lui les week-ends. Une jolie fille avec des boucles blondes qui me regardait comme si j'étais quelque chose qu'elle avait gratté de sa chaussure. Gérald a clairement fait savoir son opinion de moi dès le début. Pourquoi traîne-t-elle toujours, demandait-il à Linda, en me montrant du pouce. La gamine me fiche la chair de poule. Linda riait, un rire aigu et faux, et me poussait dans ma chambre. Va jouer, Grace. Les adultes parlent. Ma chambre était un placard aménagé, à peine assez grand pour un matelas simple et une petite commode. Je restais assise sur ce matelas pendant des heures à les écouter rire, boire et commander des repas à emporter qui n'incluaient jamais une portion pour moi. Parfois, Crystal ouvrait ma porte sans frapper et restait là à ricaner. Mon père dit que tu vas bientôt partir, m'a-t-elle dit une fois. Il dit que tu ne fais pas vraiment partie de cette famille et que ta mère va t'envoyer quelque part. Je ne l'ai pas cru. Je ne pouvais pas la croire. Malgré tout, une partie têtue de moi s'accrochait encore à l'espoir que Linda était ma mère, que la biologie signifiait quelque chose, qu'elle ne pouvait pas m'abandonner complètement. Le restaurant ce soir-là était censé être une fête. Gérald avait obtenu une promotion à son travail, et Linda avait littéralement vibré d'excitation toute la journée. Elle m'avait même laissé prendre un bain et porter ma plus jolie robe, une robe d'occasion provenant d'une collecte de l'église, de taille trop grande, mais au moins sans trou. Nous allons dans un endroit chic, a-t-elle dit, me souriant même. Sois sage, et peut-être que tu auras un dessert. L'espoir a fleuri dans ma poitrine comme une fleur s'ouvrant vers le soleil. Peut-être que les choses changeaient. Peut-être que Gérald s'adoucirait avec moi maintenant qu'il était de bonne humeur. Peut-être que ce dîner serait le début de quelque chose de mieux. Le trajet jusqu'au restaurant a duré 20 minutes. J'étais assise à l'arrière, à côté de Crystal, qui a passé tout le voyage à jouer à un jeu vidéo portable et à m'ignorer. Le restaurant avait des nappes blanches et des bougies, et une hôtesse qui me regardait avec un dédain à peine dissimulé.
Table pour 3, lui a dit Gérald, le bras autour de la taille de Linda. 4, ai-je corrigé doucement. Nous sommes 4. Le regard qu'il m'a lancé aurait pu faire tourner le lait. Le sourire de Linda a vacillé, puis s'est remis en place alors qu'elle se tournait vers l'hôtesse. En fait, nous avons besoin d'un moment. Discussion familiale. Elle m'a tiré à part, ses doigts s'enfonçant dans mon épaule assez fort pour faire un bleu. Gérald veut que ce soit une soirée spéciale, a-t-elle sifflé à mon oreille. Juste nous 3. Tu attendras dehors quand nous aurons fini. Dehors, je l'ai regardé, ne comprenant pas. Mais il fait un froid glacial et j'ai faim. Tu as dit que je pourrais avoir un dessert. J'ai dit si tu étais sage, sa prise s'est resserrée. Clairement, tu n'en es pas capable. Faire une scène, m'embarrasser devant l'hôtesse. J'aurais dû savoir mieux que de t'amener. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste dit. La gifle est venue vite et fort, cachée par l'angle de son corps. Mes joues ont brûlé et les larmes ont jailli de mes yeux. Sors dehors maintenant. Chaque mot était une phrase distincte, un ordre distinct. Je t'apporterai quelque chose quand nous aurons fini. Je suis partie. Quel choix avais-je? J'avais 8 ans, complètement dépendante de cette femme qui pouvait à peine me regarder. Je suis sortie de ce restaurant chaud et éclairé aux bougies dans la nuit amère de novembre et j'ai trouvé un endroit près de l'entrée où je pouvais regarder à travers la fenêtre. Ils étaient assis à une table près du centre de la pièce. Gérald a commandé une bouteille de vin. Crystal a eu un Shirley Temple avec des cerises supplémentaires. Linda a ri à quelque chose que Gérald a dit, renversant sa tête en arrière, sa main sur son bras. Ils ressemblaient à une famille parfaite, tous les 3. Complète sans moi. 1 heure a passé, puis 2. La température a chuté régulièrement, et je n'avais rien d'autre que ma mince robe d'église et un cardigan qui était plus de trou que de tissu. Je me suis serrée dans mes bras et j'ai essayé de me souvenir des paroles de chansons que j'avais apprises à l'école, n'importe quoi pour me distraire du froid qui s'infiltrait dans mes os. Un serveur est sorti à un moment donné pour fumer une cigarette. Il m'a regardé, a froncé les sourcils et est rentré sans un mot. Quand ils ont finalement émergé, j'étais engourdie. Pas seulement physiquement, bien que mes doigts et mes orteils aient depuis longtemps perdu toute sensation. Quelque chose à l'intérieur de moi avait aussi gelé. Un dernier espoir fragile qui m'avait soutenu à travers 7 ans de négligence et de cruauté. Linda riait, ses joues rougies par le vin, s'appuyant lourdement sur le bras de Gérald. Crystal sautillait devant, serrant une boîte de repas à emporter blanche. « Qu'est-ce que tu fais encore là ?» a demandé Linda quand elle m'a aperçue, comme si elle avait vraiment oublié. « Tu m'as dit d'attendre. »« Ah oui ?» Elle a haussé les épaules, indifférente. « Eh bien, nous avons fini maintenant. Crystal, donne-lui les restes. » La boîte blanche a volé dans les airs et m'a frappé au visage. Elle s'est ouverte à l'impact, éparpillant les restes du dîner de quelqu'un sur le trottoir gelé. Quelques bouchées de steak. Quelques pommes de terre en purée maintenant mélangées à de la neige sale. Les miettes d'une salade. Crystal a ri. Gérald a ri. Et Linda, ma mère, la femme qui m'avait portée pendant 9 mois et m'avait mise au monde, elle a ri le plus fort de tous. « Va-t'en » a-t-elle dit, toujours en riant. « Ne me suis pas à la maison. Tu n'es plus la bienvenue ici. » Je l'ai regardée, ne comprenant pas « Maman, où vais-je aller ?» Le rire a cessé. Quelque chose d'horrible a traversé son visage, quelque chose dont j'avais déjà aperçu des bribes, mais jamais aussi clairement, aussi complètement. « Ne m'appelle pas comme ça. » Elle a fait un pas vers moi, et j'ai reculé instinctivement. « Tu n'es pas ma fille. Tu ne l'as jamais été. Tu étais une erreur que je payais depuis 8 ans et j'en ai fini. S'il te plaît. » Le mot est sorti comme un murmure. « S'il te plaît, je serai meilleure. Je serai silencieuse. Je ne mangerai pas ta nourriture ou ne prendrai pas de place. » Ou. Elle m'a donné un violent coup de pied. Sa botte pointue a heurté mes côtes, et je me suis effondrée sur le trottoir, haletant. Un autre coup de pied a atterri sur ma cuisse. Un 3e a atteint mon épaule alors que j'essayais de me recroqueviller pour me protéger. « Maman, arrête.
S'il te plaît, ai-je dit. Ne m'appelle pas comme ça. Elle criait maintenant. Toute prétention de calme abandonnée. Tu as ruiné ma vie. Tu l'as fait fuir. Tout ce qui m'est arrivé de mal, c'est à cause de toi. Gérald l'a tiré en arrière, mais pas par souci pour moi. Linda, les gens nous regardent. Allons-y. Elle m'a craché dessus. Littéralement craché dessus, la salive atterrissant chaude puis immédiatement froide sur ma joue. Puis elle a laissé Gérald la guider vers leur voiture. Crystal traînait derrière avec un dernier regard méprisant par-dessus son épaule. Les portes de la voiture ont claqué. Le moteur a démarré. Les phares m'ont balayé alors qu'ils sortaient du parking, illuminant ma forme recroquevillée un instant avant de me laisser dans l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Assez longtemps pour que le froid devienne douleur, puis engourdissement, puis quelque chose au-delà de l'engourdissement. Assez longtemps pour réaliser que personne ne reviendrait. Assez longtemps pour comprendre avec une terrible clarté que j'étais complètement seule au monde. Un policier m'a trouvé recroquevillée derrière une benne à ordures à 2 heures du matin. J'étais en hypothermie, à peine consciente, et je ne pouvais pas arrêter de trembler assez longtemps pour dire mon nom. Il m'a enveloppée dans sa veste et m'a portée à sa voiture de patrouille. Je me souviens de la chaleur soufflant des bouches d'aération qui me brûlaient la peau gelée. L'hôpital est venu ensuite, puis les services de protection de l'enfance, puis une série de familles d'accueil qui allaient de l'indifférence à l'hostilité active. J'ai rebondi entre 7 placements en 4 ans, apprenant à me faire petite, silencieuse et invisible. Apprenant à n'attendre rien de personne. Mon 8e placement a tout changé. Martha et Eugène Templeton avaient tous deux la soixantaine, des enseignants à la retraite qui avaient passé leur carrière à travailler avec des enfants en difficulté. Ils ont vu au-delà de mon silence défensif et de mon refus de faire confiance. Ils n'ont pas insisté. Ils ont simplement continué à se montrer jour après jour avec patience et une gentillesse constante. Je les ai combattus au début, j'ai testé toutes les limites, m'attendant à ce qu'ils abandonnent comme tout le monde l'avait fait. Mais ils ne l'ont jamais fait. Quand j'ai raté un test de maths, Eugène est resté avec moi tous les soirs pendant 1 mois jusqu'à ce que les chiffres commencent à avoir un sens. Quand des cauchemars me faisaient crier en me réveillant, Martha s'asseyait avec moi jusqu'à l'aube. Sans jamais poser de questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Ils m'ont officiellement adopté 3 jours avant mon 14e anniversaire. La cérémonie d'adoption était petite, juste nous et un juge dans une salle d'audience lambrissée qui sentait les vieux livres et le cirage au citron. Martha portait une robe bleue qu'elle avait gardée pour les occasions spéciales. Eugène avait mis son meilleur costume, celui avec les patchs au coude qu'il refusait de remplacer parce que c'était celui de son père. Je portais une nouvelle tenue qu'ils avaient achetée spécialement pour l'occasion, les premiers vêtements neufs que j'ai jamais possédés. Quand le juge m'a demandé si je comprenais ce qui se passait, j'ai hoché la tête solennellement. J'ai une vraie famille. Les yeux de Martha scintillaient. Eugène s'est éclairci la gorge plusieurs fois. Le juge a souri et a signé les papiers, et juste comme ça, Grace Marsh a cessé d'exister. Les années qui ont suivi n'ont pas été parfaites. Aucune vie ne l'est jamais. J'ai eu du mal à l'école au début. Les lacunes de mon éducation dues à des années de négligence s'ouvraient largement sous moi. Les situations sociales me déconcertaient. J'avais passé tellement de temps à être invisible que je ne savais pas comment être vue. Les cauchemars m'ont tourmenté jusque dans mes années de lycée. Des rêves vifs de froid et de faim et de la botte de ma mère frappant mes côtes. Mais les Templetons n'ont jamais faibli. Quand je ratais des tests, ils embauchaient des tuteurs et s'asseyaient avec moi pendant des heures de problèmes d'entraînement. Quand je me réveillais en hurlant à 3 heures du matin, Martha apparaissait avec du lait chaud et des histoires sur son enfance dans le Vermont rural. Quand je rejetais leur amour, testant ses limites comme je testais toutes les familles d'accueil avant eux, ils absorbaient simplement ma colère et continuaient à se montrer. L'amour n'est pas un robinet, Grace, m'a dit Eugène une fois après que je les ai accusés de ne me vouloir que pour l'allocation de famille d'accueil. On ne peut pas l'allumer et l'éteindre en fonction du comportement. Il est. Et le nôtre pour toi est. Je n'ai pas pleinement compris ce qu'il voulait dire avant bien plus tard, mais je me suis souvenu de ces mots, je m'y suis accroché comme à une bouée de sauvetage pendant les périodes difficiles de mon adolescence.
Le lycée a apporté son lot de défis. J'étais l'enfant d'accueil bizarre, celle avec les vêtements d'occasion et les étranges lacunes en matière de culture générale. Les autres enfants avaient vu des films et des émissions de télévision populaires qui m'étaient totalement passés inaperçus. Ils faisaient référence à des vacances en famille et à des traditions de fêtes qui auraient aussi bien pu être des langues étrangères. J'ai appris à sourire et à hocher la tête, à simuler la familiarité, à cacher l'immense vide où auraient dû se trouver les expériences normales de l'enfance. Mais j'ai aussi découvert quelque chose d'inattendu. J'étais intelligente. Vraiment intelligente. Des années de survie avaient aiguisé mon esprit en un instrument tranchant capable de calcul rapide et de résolution de problèmes rapides. Les mathématiques, qui avaient toujours semblé une langue étrangère incompréhensible, ont soudainement pris tout leur sens pendant ma 2e année de lycée. Les nombres avaient un sens d'une manière que les relations humaines n'avaient jamais eue. Ils étaient fiables, cohérents, régis par des règles qui ne changeaient pas en fonction de l'humeur de quelqu'un. Mon professeur de mathématiques, Madame Patterson, a remarqué mon aptitude soudaine et m'a encouragé à suivre des cours avancés. En dernière année, je résolvais des problèmes de calcul qui déconcertaient des élèves de 2 niveaux au-dessus de moi. Le conseiller d'orientation a commencé à parler de bourses d'études, d'avenir que je n'avais jamais osé imaginer. Martha et Eugène étaient aux anges. Ils ont encadré mes bulletins de notes et les ont accrochés sur le réfrigérateur. Ils ont assisté à toutes les cérémonies de remise de prix, à toutes les réunions parents-professeurs, à tous les événements scolaires qui m'acceptaient. Pour la première fois de ma vie, j'avais des gens qui étaient fiers de moi, réellement fiers, non pas comme une performance ou une manipulation, mais comme une simple expression d'amour. J'ai obtenu mon diplôme 3e de ma promotion. Les Templetons m'ont organisé une petite fête, juste quelques amis et voisins, avec un gâteau fait maison que Martha a passé 2 jours à perfectionner. Ce n'était pas élaboré, mais c'était le mien, une célébration de mon existence plutôt qu'un rappel de mon indignité. L'université fut plus difficile. Le collège communautaire local était abordable, surtout avec les bourses que j'avais obtenues. Mais cela nécessitait un emploi du temps épuisant. Je prenais des cours le matin, puis travaillais l'après-midi dans un entrepôt à charger des camions, puis prenais des heures le week-end dans une épicerie. Le sommeil est devenu un luxe que je pouvais rarement me permettre. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. Chaque fois que l'épuisement menaçait de me submerger, je pensais à cette petite fille derrière la benne à ordures dans la neige. Elle n'avait pas abandonné. Elle avait survécu contre des obstacles impossibles. Le moins que je puisse faire était d'honorer cette survie en bâtissant quelque chose à partir de là. Je ne suis pas devenue Grace Bennett avant ce jour. Avant cela, j'étais juste Grace Marsh, l'enfant jeté avec une mère qui ne voulait pas d'elle. Les Templetons m'ont donné leur nom, leur amour inconditionnel et la première vraie maison que j'ai jamais connue. Ils ont l'air merveilleux, dit Linda doucement, ses larmes temporairement arrêtées par ce qui semblait être un intérêt sincère pour mon histoire. Ils l'étaient. Ma voix s'est légèrement durcie. Martha est décédée il y a 6 ans. Le cancer, Eugène a suivi 1 an plus tard. Le cœur brisé, a dit le médecin, bien qu'ils aient des termes médicaux plus sophistiqués pour cela. Aucune des 2 femmes n'a offert de condoléances, probablement pour le mieux. Je ne les aurais pas acceptées. Ils m'ont laissé leurs économies, ai-je poursuivi, environ $40 000. Pas une fortune, mais je m'étais déjà payé le collège communautaire, en travaillant 3 emplois, donc j'étais habituée à étirer chaque centime. Je me suis arrêtée, me souvenant de ces années. L'épuisement de travailler des nuits entières dans un entrepôt, puis d'aller directement en cours, puis de passer les week-ends comme caissière dans une épicerie. La façon dont mon corps me faisait constamment mal. La façon dont je m'étais poussée malgré tout parce que l'échec n'était pas une option. J'ai investi la moitié de l'héritage dans des cours du soir pour terminer mon baccalauréat. J'ai utilisé l'autre moitié comme capital de démarrage pour une petite entreprise de comptabilité. Un léger sourire a traversé mon visage. Il s'avère que j'avais un talent pour les chiffres. Qui l'aurait cru? En 2 ans, j'avais étendu mes activités au conseil financier complet. 5 ans plus tard, j'ai fondé Bennett Financial Services. L'entreprise a commencé dans mon appartement. Juste moi, un ordinateur portable et un téléphone qui ne cessaient de sonner.
J'ai acquis une réputation pendant mes jours de comptabilité en tant que personne capable de démêler les situations financières les plus désespérées, de trouver de l'argent dont les clients ne savaient pas qu'ils en avaient et de les sauver de dettes qu'ils pensaient les enterrer. La nouvelle s'est répandue, les références se sont multipliées, et soudain, j'ai eu besoin de bureaux et d'employés et de tous les attributs d'une véritable entreprise. Les premières années furent brutales. Des journées de 18 heures étaient la norme. Les vacances étaient des créatures mythiques dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais rencontrées. J'ai tout donné pour construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui prouverait que j'étais plus que l'enfant rejeté que Linda avait jeté. Et ça a marché. Au-delà de tout ce que j'avais osé rêver, ça a marché. Bennett Financial Services est passé d'une opération à une seule femme à une entreprise de 40 employés avec des clients dans 3 États. Nous nous sommes spécialisés dans l'aide aux petites entreprises pour naviguer dans les crises financières, pour redresser des entreprises que tout le monde avait considérées comme désespérées. Je comprenais le désespoir, je comprenais ce que cela signifiait de n'avoir rien et de tout avoir besoin, et cette compréhension a éclairé tous les aspects de notre travail. Le succès a apporté la richesse, et la richesse a apporté des options que je n'avais jamais eues auparavant. J'ai acheté ma première propriété à 31 ans, une modeste maison de ville qui me semblait un palais comparé aux appartements de mon enfance. 2 ans plus tard, je suis passé à une vraie maison. Étage 5 ans après, j'ai construit cet endroit, ce manoir qui aurait semblé un conte de fées à la Grèce de 8 ans tremblant devant un restaurant. Je l'ai conçu moi-même, travaillant avec des architectes pour créer un espace qui était l'opposé de tout ce que j'avais connu enfant. Des plans ouverts au lieu de pièces exiguës. Des fenêtres du sol au plafond qui inondaient chaque espace de lumière naturelle. Une cuisine 3 fois plus grande que l'appartement entier où j'avais grandi. Toujours remplie de plus de nourriture que je ne pourrais jamais en manger. C'était excessif, peut-être même un peu ridicule. Mais chaque extravagance semblait une victoire, un rappel tangible du chemin parcouru. La maison autour de nous sembla soudain s'agrandir, plus imposante. Les yeux de Cristal s'agitaient, la voyant vraiment pour la première fois. « Tu possèdes ça ?» demanda-t-elle faiblement. « Tout cet endroit ?»« Je possède plusieurs propriétés » répondis-je. « C'est ma résidence personnelle. 6 chambres, 4 salles de bain, une piscine à l'arrière et environ 3 acres de terrain paysager. J'ai aussi un appartement à Manhattan pour les voyages d'affaires, et une maison de plage à Martha's Vineyard où je passe les vacances. » Linda sanglotait ouvertement maintenant. « Grace, s'il te plaît. Nous ne sommes pas venus ici pour demander la charité. Nous voulions juste renouer, arranger les choses, n'est-ce pas ?» J'ai haussé un sourcil. « Dis-moi, Linda, qu'est-ce que tu imaginais qu'il se passerait quand tu te présenterais à ma porte ? Que je tomberais dans tes bras en pleurant de joie ? Que nous deviendrions une grande famille heureuse ? » Le silence s'étira entre nous. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» ai-je insisté. « Et soyez honnête. C'est le moins que vous puissiez faire. » Cristal et Linda échangèrent un regard. Une communication tacite passa entre elles avant que Cristal ne s'affaisse, se couvrant le visage de ses mains. « Nous sommes ruinés » admit Cristal, la voix étouffée. « Papa est parti quand j'avais 19 ans. Il a vidé les comptes bancaires de maman en partant. Maman a travaillé dans le commerce de détail pendant un temps, mais elle est tombée malade et n'a plus pu travailler. J'ai essayé de nous maintenir à flot, mais elle s'interrompit, haussant les épaules. Impuissante. J'ai une maladie hépatique de stade 3, ajouta Linda, son ton devenant plus retenu. Les frais médicaux ont tout anéanti. Nous avons perdu notre appartement le mois dernier. Nous sommes dans des refuges depuis. Elle sortit de sa poche une photographie froissée, la tendant vers moi d'une main tremblante. Elle montrait une jeune fille, âgée d'environ 7 ans, avec les yeux de Linda et le nez de Cristal. C'est Mia, la fille de Cristal. Elle est chez des amis en ce moment parce que nous ne pouvons pas l'emmener au refuge avec nous. Grace, s'il te plaît. Si ce n'est pas pour nous, alors pour elle. Elle est innocente dans tout ça. Elle mérite mieux que... Quoi, l'ai-je interrompu, ma voix soudainement aussi tranchante qu'une lame. Mieux que d'être abandonnée par les adultes qui devraient la protéger. Mieux que d'être jetée comme une ordure. Linda a tressailli. Tu sais, ai-je dit,
me penchant en avant. J'ai passé des années en thérapie à digérer ce que tu m'as fait. Des années à apprendre à séparer ma valeur de ton traitement. Des années à comprendre que ta cruauté disait tout de toi et rien de moi. Je me suis levée brusquement. Les deux femmes ont reculé comme si elles s'attendaient à de la violence. L'idée m'aurait fait rire si je n'avais pas été si concentrée. Attendez ici, ai-je instruit. Ne bougez pas. Ne touchez à rien. Je suis sortie du salon et j'ai monté les escaliers jusqu'à mon bureau à domicile. Du coffre-fort mural caché derrière un tableau, j'ai récupéré une épaisse enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient des documents que j'avais préparés il y a longtemps, en attendant ce moment précis. Le coffre-fort contenait aussi d'autres choses. Des souvenirs que j'avais accumulés au fil des ans. Des preuves tangibles de mon parcours d'enfant jeté à femme accomplie. Mon certificat d'adoption. Le document qui m'avait donné un nouveau nom et une nouvelle vie. La première carte de visite que j'avais jamais imprimée avec son simple texte noir sur du papier crème. Une photographie de moi serrant la main du maire lors d'un gala de charité il y a 2 ans. L'air confiant et soigné d'une manière qui me surprenait encore quand je me voyais dans le miroir. Et là, dans une petite enveloppe à l'arrière, se trouvaient les seules photographies que j'avais de ma petite enfance. 3 d'entre elles sauvées d'un dossier de famille d'accueil par une assistante sociale compréhensive qui pensait que je pourrais les vouloir un jour. Un nouveau-né dans un berceau d'hôpital, le visage rouge et ridé. Un tout petit sur un matelas nu regardant l'appareil photo avec des yeux trop sérieux pour un si jeune visage. Et une photo scolaire de première année. Une petite fille aux cheveux emmêlés et à la robe fanée essayant de sourire mais n'y parvenant pas tout à fait. Je regardais ces photos parfois quand j'avais besoin de me souvenir, de me rappeler que la petite fille sur ces images avait été réelle, avait souffert, avait survécu. Que mon succès ne consistait pas seulement à construire une entreprise ou à accumuler des richesses. Il s'agissait de prouver la valeur de cet enfant, de valider rétroactivement une existence qui avait été jugée sans valeur par la seule personne qui aurait dû la chérir le plus. J'ai refermé le coffre-fort et je suis redescendue avec l'enveloppe Kraft. De retour en bas, je les ai trouvées exactement là où je les avais laissées, blotties l'une contre l'autre sur le canapé comme des enfants effrayés. Comme les rôles avaient changé. Je me suis rassis et j'ai ouvert l'enveloppe, étalant son contenu sur la table basse. Ceci est un projet d'ordonnance restrictive, dis-je, en montrant le premier document. Déjà préparé et prêt à être déposé. Si vous me contactez, venez chez moi, ou tentez de me joindre par quelque moyen que ce soit après ce soir, mon avocat le déposera immédiatement. Vous ferez face à des accusations criminelles pour violation. Le visage de Linda devint pâle. Ceci, continuai-je, en montrant le document suivant, est une lettre de cessation et d'abstention concernant toute future revendication de relation. Tu n'es pas ma mère? Linda. D'aucune manière qui compte. Martha Templeton était ma mère. Tu n'es que le vaisseau qui m'a mise au monde et a ensuite essayé de me détruire. Crystal avait l'air de vouloir vomir. Et ceci? Je levai un chèque plié. Ceci est un chèque de banque de $200 000. Les deux femmes haltèrent. Linda tendit la main par réflexe, mais je le retirai. Cet argent n'est pas pour vous, dis-je fermement. Ceci est pour Mia, votre petite fille, Linda, la fille de Crystal, l'enfant innocente que vous avez mentionnée si manipulatrice. J'ai déplié le chèque et leur ai montré le montant, regardant leurs yeux s'écarquiller. J'établis un fonds en fiducie à son nom. Il couvrira son éducation, ses soins de santé et ses besoins de base jusqu'à ce qu'elle ait 25 ans. À ce moment-là, elle recevra le reste pour en faire ce qu'elle veut. La bouche de Crystal s'ouvrit et se referma sans un son. Il y a une condition, continuai-je. 2 conditions, en fait. Premièrement, cet argent est légalement protégé. Aucune de vous ne peut y toucher. Si vous tentez d'y accéder ou de faire pression sur Mia pour qu'elle le partage avec vous ou de l'utiliser de quelque manière que ce soit pour obtenir ses fonds, la fiducie prendra fin et l'argent ira à une œuvre de bienfaisance. Linda hocha la tête frénétiquement. Oui, oui, bien sûr. Deuxièmement, je levai la main, la faisant taire. Je veux rencontrer Mia ce soir. Je veux lui parler en privé, loin de vous deux,
pour m'assurer qu'elle comprend ses droits et ses options. Si elle ne veut rien avoir à faire avec moi après cette conversation, je respecterai ses souhaits, mais cette offre dépend de cette rencontre. Crystal retrouva sa voix. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela pour nous? Après tout. Je la regardai fixement. Je ne fais pas cela pour vous. Je fais cela pour une petite fille qui n'a pas choisi sa famille plus que moi. Une petite fille qui mérite une chance de briser le cycle de dysfonctionnement que vous deux semblez déterminés à perpétuer. Je me suis de nouveau levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins soignés illuminés par l'éclairage paysager. Le contraste entre cette vie et mon enfance me semblait presque absurde dans son extrémité. Vous savez ce qui était le pire, ai-je dit doucement, sans me retourner. Ce n'était pas le froid. Ce n'était même pas la faim ou la peur. C'était la confusion. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. Ce qui était si fondamentalement brisé en moi pour que ma propre mère ne puisse pas m'aimer. La pièce était silencieuse derrière moi. La réponse, bien sûr, est rien. Je n'ai rien fait de mal. J'étais une enfant qui méritait amour et protection, et tu m'as manqué à tous égards imaginables. Je me suis tournée pour leur faire face. Mais voilà ce qu'il en est de survivre à ce que j'ai survécu. Ça vous rend forte. Oui, ça vous rend déterminée, mais ça vous rend aussi compatissante d'une manière inattendue. Linda pleurait à nouveau. Crystal me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la stupéfaction. Je me suis construit cette vie à partir de rien. J'ai pris les miettes que tu m'as jetées et je les ai transformées en festin. Chaque succès que j'ai accompli est une réfutation directe de tout ce que tu as essayé de me faire croire sur moi-même. Je montrai du doigt la belle pièce, la preuve de ma prospérité, cette maison, mon entreprise, le respect que j'ai gagné dans mon domaine. Rien de tout cela n'existerait si j'avais intériorisé ton poison. Et je veux que tu comprennes que chaque accomplissement que j'ai est un témoignage de ma force, pas de ton abus. Tu n'as aucun mérite pour ce que je suis devenu. Seulement le blâme pour ce que tu as essayé de me faire. La sonnette a retenti. La détective Ramirez était arrivée. Je me suis levée et j'ai lissé mes vêtements, me préparant à accueillir mon ami et à entamer la phase suivante de cette confrontation longtemps attendue. Une dernière chose, dis-je, m'arrêtant dans l'embrasure de la porte. Après ce soir, vous disparaîtrez de ma vie pour toujours. Vous ne me contacterez pas. Vous ne parlerez pas de moi à la presse ou à quiconque pourrait me causer des problèmes. Si j'entends le moindre murmure de vous utilisant mon nom à quelque fin que ce soit. Le fonds en fiducie disparaîtra et l'ordonnance restrictive entrera en vigueur immédiatement. Linda hocha faiblement la tête. Crystal semblait sous le choc. Nous nous comprenons? Oui, dirait-elle à l'unisson. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Maria Ramirez qui m'attendait avec son calme professionnel caractéristique. Elle m'a fait une brève étreinte avant d'examiner les femmes sur mon canapé avec un œil exercé. Ce sont elles, a-t-elle demandé doucement. Ce sont elles. Maria avait entendu toute mon histoire des années auparavant lors d'une collecte de fonds pour les survivants de la maltraitance infantile où nous avions toutes deux été oratrices. Elle avait passé 15 ans en tant que détective avant de fonder sa propre organisation à but non lucratif dédiée à la protection des enfants vulnérables. Elle était devenue une amie de confiance et une fervente avocate des enfants dans des situations comme celle que j'avais survécue. Très bien, mesdames, a dit Maria, son ton autoritaire mais pas méchant. Allons chercher cette petite fille et assurons-nous qu'elle est en sécurité et au chaud. Crystal s'est levée rapidement, clairement impatiente de retrouver sa fille. Linda a bougé plus lentement, ses yeux toujours fixés sur moi avec cette expression indéchiffrable. Alors qu'elles atteignaient l'embrasure de la porte, Linda s'est arrêtée. Grace, a-t-elle dit doucement. Je sais que tu ne veux pas l'entendre. Je sais que cela ne signifie rien, mais je suis fière de toi. Quelle que soit la valeur de cela. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni colère, ni douleur, juste le vide là où un lien maternel aurait dû exister. Cela vaut exactement ce que ton amour valait, ai-je répondu. Rien du tout. Maria les a conduites dehors. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle montait dans sa voiture banalisée et disparaissait dans l'allée.
Puis je me suis assise sur le canapé qu'elles avaient quitté et je me suis permis de ressentir tout ce que j'avais retenu. Le chagrin pour l'enfance que je n'avais jamais eue. La gratitude envers les Templetons qui m'avaient sauvée. L'étrange victoire creuse d'avoir enfin affronté mes agresseurs depuis une position de pouvoir inattaquable. J'ai pleuré pendant un moment. Puis je me suis levée, je me suis lavé le visage et j'ai appelé mon thérapeute pour programmer une séance supplémentaire. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré Mia pour la première fois. C'était une fillette de 7 ans, brillante et curieuse, sans la cruauté de sa grand-mère ni l'impuissance acquise de sa mère. Nous avons déjeuné dans un petit café, juste nous deux, et je lui ai expliqué le fonds en fiducie en termes qu'elle pouvait comprendre. « Cet argent est à toi, lui ai-je dit. Personne ne peut te le prendre. Et quand tu seras assez grande, tu pourras l'utiliser pour construire la vie que tu veux. » Elle m'a regardé avec des yeux solennels. « Ma mère a dit que tu es ma tante. » En quelque sorte, ai-je acquiescé. « Ta grand-mère est ma mère biologique. » Mais la famille ne se limite pas au sang. La famille, ce sont les gens qui sont là pour toi, qui t'aiment même quand c'est difficile. Elle hocha la tête, assimilant cela. « Tu seras là pour moi ?» La question m'a prise au dépourvu. J'y ai réfléchi attentivement avant de répondre. « Je m'assurerai que tu sois prise en charge, ai-je dit. Et si tu as un jour besoin d'aide, d'une vraie aide, tu peux contacter mon avocat. Ses coordonnées sont dans les documents de la fiducie. » Ce n'était peut-être pas la réponse qu'elle voulait. Mais c'était honnête. Je ne pouvais pas promettre d'être une figure parentale alors que je guérissais encore de mes propres blessures parentales. Mia semblait comprendre. Elle m'a remercié poliment, a fini son sandwich et a demandé si nous pouvions prendre une glace. Nous pouvions. Nous l'avons fait. En la regardant choisir soigneusement entre les saveurs, j'ai pensé aux étranges chemins que la vie nous fait prendre. Il y a 20 ans, j'étais une enfant brisée sans rien. Maintenant, j'étais en position d'aider une autre enfant à échapper au cycle qui m'avait presque détruite. Ce n'était pas exactement la justice. La justice aurait signifié une enfance pleine d'amour et de sécurité. Mais c'était quelque chose, une chance de transformer ma douleur en l'opportunité de quelqu'un d'autre. Et cela, j'ai décidé, suffisait. Le fonds en fiducie a été établi la semaine suivante. Linda et Crystal sont retombées dans la vie difficile qui les attendait, comme je le savais. J'ai tenu ma promesse de ne pas poursuivre une relation avec Mia, mais je me suis assurée que mon avocat vérifiait son bien-être chaque mois. 3 ans plus tard, elle m'a envoyé une lettre manuscrite. Elle réussissait bien à l'école, avait rejoint le club d'échecs et voulait que je sache qu'elle allait bien. En bas, elle avait dessiné une petite image de 2 bonhommes allumettes se tenant la main. J'ai encadré cette lettre et l'ai accrochée dans mon bureau à domicile, juste à côté de la photographie de Martha et Eugène Templeton le jour de notre adoption. Certains cycles peuvent être brisés. Certaines blessures peuvent devenir sagesse. Certains survivants peuvent devenir des sauveurs. Je n'ai jamais oublié ce que Linda m'a fait. Mais je me suis assurée que cela ne me définisse pas. Et je me suis assurée qu'une petite fille ait une chance d'avoir l'avenir qui m'avait été refusé. C'était ma vengeance. Pas la cruauté, pas la vengeance, juste vivre bien et élever quelqu'un d'autre en chemin. Certains pourraient dire que j'aurais dû les renvoyer les mains vides. Les laisser souffrir comme j'avais souffert. Mais cela ne m'aurait pas rendu meilleure qu'elle. Au lieu de cela, j'ai choisi d'être la personne que j'aurais souhaité que quelqu'un soit pour moi quand j'avais 8 ans, tremblant à un coin de rue avec une boîte de restes de restaurant. J'ai choisi d'être la rupture dans le cycle, et c'est la vengeance la plus puissante de toutes. Mise à jour, 6 ans plus tard, pour ceux qui ont posé des questions sur Mia, elle a maintenant 13 ans et elle s'épanouit. Elle a gagné un tournoi d'échecs régional le mois dernier et m'a envoyé une photo de son trophée. Ses notes sont excellentes et elle a été acceptée dans un programme pour surdoués à son collège. Crystal est devenue sobre il y a 3 ans et travaille régulièrement comme assistante dentaire. Elle m'envoie de brèves mises à jour respectueuses sur Mia 2 fois par an, comme stipulé dans l'accord de fiducie. Nous ne sommes pas amis. Nous ne sommes pas de la famille, mais nous sommes parvenus à un accord. Linda est décédée 18 mois après notre confrontation. Insuffisance hépatique. Crystal m'a invité aux funérailles,
Mais j'ai refusé. Je n'ai rien ressenti en apprenant la nouvelle, sauf un étrange sentiment de clôture. La Fondation Templeton, que j'ai établie en mémoire de mes parents adoptifs, a maintenant octroyé des bourses à plus de 200 étudiants de première génération issus de milieux de familles d'accueil. J'assiste à la cérémonie annuelle de remise des prix chaque année et je prononce un discours sur la résilience et les secondes chances. Je suis toujours en thérapie, et je le serai probablement toujours. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. On apprend juste à vivre avec les cicatrices. Mais je suis heureuse, vraiment, profondément heureuse d'une manière que je n'aurais jamais cru possible lorsque j'étais cet enfant effrayé derrière une benne à ordures dans la neige. À quiconque lit ceci et a survécu à quelque chose de similaire, vous n'êtes pas ce qui vous a été fait. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir malgré cela. Choisissez bien. Choisissez avec bienveillance. Choisissez-vous. Et ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'êtes pas digne d'amour, car vous l'êtes. Nous le sommes tous. Même s'il faut 20 ans pour le prouver.